épisode. Yo, 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 AB, toujours vivant? Toujours mon gars. Le pare-balles est en place, mon gars. Ah, le pare-balles, il est fortement là. Il y a eu pas mal de réactions sur le dernier épisode. Je voulais faire une mise au point, mais j'ai discuté avec Abdel en privé. Tout Tout s'est s'est bien bien, passé? s'est bien passé. Et voilà. Et voilà. Et après, j'avais envoyé un message à Benjamin Sarfati Ouais, par rapport pour lui accorder une droit de réponse à lui ou à Fernand. ouais. Mais j'ai pas eu de réponse là pour le moment, mais il était d'accord, en tout cas, Benjamin Sarfati, c'était vraiment pour accorder un droit de réponse, pas pour polémiquer. Voilà, de temps en temps, des polémiques, ça fait pas de mal. Ça bloque un petit peu, mais sinon, on se reconcentre vraiment sur l'aspect sportif. Mais en tout cas, voilà, concernant Abdel, on a discuté, tout est rentré dans l'ordre. Donc, il n'y a pas de lézard, comme on dit dans le jargon, Bon, bah tant mieux, alors c'est carré de chez carré. bien sûr. Bah, Mika, avant de rentrer dans l'actualité, enfin dans l'UFC 286, on a eu pas mal de mouvements hein, chez les Français, ça n'a pas fait de bruit, mais quand on est à l'affût, bah, on voit qu'il y a eu 4, 5, 6 Français qui ont combattu à l'UA Warrior ce week-end. Ex- Exactement. Bah, après, pour être archi honnête avec toi, en fait, je le savais même pas. J'ai vu via Instagram après les résultats des Français, en fait. Et effectivement, il y a une grosse délégation française qui a combattu à l'UA Warrior 38. C'est un UAE Warrior Africa. Tu sais, eux, en fait, tu as trois types de UAE Warrior. Je ne sais pas pour ceux qui suivent. Tu as le Africa, tu as le Arabique et tu as le UAE Warrior, on va dire entre guillemets, Global. le plus prestigieux, ouais, là où le niveau est le plus relevé, c'est le global. Là, c'était le UAE Warrior Africa et on a effectivement 5 Français qui ont combattu là-bas. Samir Zaidi qui a gagné par KO TKO au premier round face à un Sud-Africain. On a Nora Cornol qui, elle, à suivre. Hein. 7 combats MMA, elle a signé sa 6e victoire consécutive. Donc, elle a commencé sa carrière sur un échec à la décision. Mais derrière, elle a signé 6 belles victoires et 6 finishes. C'est rare faut le souligner parce que c'est 5 KO, une soumission. Et c'est assez rare quand même ce record chez les femmes d'avoir autant de finishes, surtout au premier round. Donc, Ouais. félicitations à elle. Franchement, c'est une Et- combattante à suivre. ouais. Elle est J- signée à l'Hexagone, mais elle continue à combattre à l'UA Warrior. Vas-y, dis-moi, AB. Non, je disais parce qu'en fait, la fois où on avait été à l'Hexagone, elle avait combattu et finalement, on avait fait un débrief, on avait parlé de cette performance. Et voilà, dans le montage, il y a eu un problème. J'ai oublié, je crois, que de mettre la partie où on parlait. Et je voulais vraiment, je te jure, je voulais vraiment souligner sa performance parce qu'elle avait tenté un juji. Et je crois qu'elle finit son combat sur KO par TKO TKO. en Ouais, au round crucifix, 2. je crois, tu vois. Et en fait, j'avais assisté moi à son premier combat en MMA. J'avais pas été trop fan de la manière dont elle avait apporté, on va dire, son Muay Thai dans le MMA. Et là, son avant-dernier combat à l'Hexagone les coudes qu'elle utilise en clinch, les genoux et tout, franchement, j'ai trouvé que c'est une masterclass et il y a eu une très 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 grosse progression de sa part. Et là, comme tu disais, 6-1, moi je pense qu'elle s'approche doucement mais sûrement de la Big League. Hein. En tout cas, comme tu as dit, elle surveille de très 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 près parce qu'elle fait vraiment des belles performances et en plus de ça, elle est très active hein, ces derniers temps. Ça a fait Ah bah bah là, déjà, franchement, 3 combats en quoi? En 3-4 mois, même pas. même pas, ouais, en 3 mois, elle a combattu il n'y a même Tu pas le vois. mois dernier. Ouais, c'est ça, c'est depuis le mois de janvier, elle est déjà sur 3 victoires. En 2022, en 2023, juste depuis 2023, elle est sur 4 victoires, pardon. Non, 3 victoires, ouais, c'est ça. Et avec 2022-2023, elle est sur 6 victoires. Donc, c'est une fille qui combat beaucoup. Ouais, Et effectivement, l'air de rien, bah voilà, hein, comme quoi le travail paye. Hein. c'est ça. On est vraiment sur un beau record. 6-1, encore une fois, j'insiste. 5 finishes par KO TKO, un finish par soumission. Et sa seule défaite, c'est à la décision. Et c'était un combat assez serré que j'avais commenté en plus au FFA Challenge 2. Pareil, j'avais pas été agréablement, enfin, pour être honnête, j'avais pas apprécié ce combat. Mais derrière, force est de constater qu'elle fait le travail. Et donc, combattante à suivre, et je vous le dis, à mon avis, elle n'est pas si loin que ça, si elle continue à performer, de signer dans une grosse ligue. C'est tout ce qu'on lui fait en tout cas. Ouais, clairement, c'est la numéro 26 mondiale chez les Bantam, pour vous donner une idée. Donc après, on sait, hein, le classement Bantam. Sur Fight Matrix, elle est déjà 26e mondiale. Hein.
Ouais, 26e mondial sur Fight Matrix. C'est pour ça que je vous dis, sincèrement, sachant que si je vous donne le classement là, on a Amanda Nunes, forcément, c'est la numéro 1. Pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si on peut aller chercher. Rizlen, par exemple, est 23e. Ah ouais, ok. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, elle est à 3 places de Rizlen, mais elle est avec un record, entre guillemets, beaucoup plus propre. Et ça fait à peine un an qu'elle est sur le circuit. Bah Donc, tiens, un combat entre elle et Rizlen, ça pourrait être bien, peut-être, non? bah, clairement, en tout cas, ça sera un beau combat, ça, c'est sûr. On va lancer la Euh, propagande. on va... bah, après, elle est signée chez Hexagone, donc ça va être compliqué à organiser. Mais juste pour vous donner une idée, en fait, c'est pour réussir à vous permettre de situer un peu le niveau. Voilà. Et ensuite, Mika, on avait d'autres Français, Sofiane Boukichou, hein, Ouais, bah, qui s'est illustré, qui a gagné par décision unanime contre Mohamed Juma. Ensuite, on avait Wilson Varela qui s'est imposé, ouais, c'est ça, qui s'est imposé par KO. Un beau crochet du gauche. Il a éteint la lumière. Pour moi, c'était beau. J'ai vu fini, j'ai pas vu le combat. donc même Varela, c'est la même que Nora. Il Ouais. combat à l'Hexagone et à l'UAE Warrior. Donc, Mais je pense je en crois qu'ils fait, je sont tous pense dans que la team Resilient Management, je crois, non? ouais, et je pense que l'Hexagone, ils ont imposé une exclusivité en France, mais pas à l'international. Ça veut dire que je pense qu'ils ont des contrats multi-fight avec l'Hexagone qui imposent une exclusivité. Ça veut dire qu'on les verra jamais sur d'autres plateaux français, mais par contre, ils ont le droit d'aller combattre à l'international. Ouais. Et en Common Event, on avait Kevin Oumar de la Hatch Academy, hein, Light Heavyweight, qui a gagné aussi par décision unanime. Donc je Ouais, crois que c'était tout pour les Français à l'UAE Warrior. ouais, mais parfait. Enfin, en tout cas, c'était un Ouais, perfect, hein. c'est ça. Et après, ensuite, ce samedi, non, vendredi, on avait Oumar Sy qui combattait Au KSW. au KSW qui a terminé son adversaire en quelques minutes Ah sur ouais, un hein. étranglement arrière. En plus, c'était un vétéran UFC, donc là, il coche une case en fait dans son palmarès. En Ça... plus, en plus, j'ai bugué parce que quand je lisais le nom de son adversaire, je disais, mais c'est le gars qui avait affronté Ngannou et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en Ah, fait, ils avaient ah, le même blaze. ouais, ouais, Luis si, Enrique ouais, da Luis Silva, Enrique, c'est ça. ouais, et comme je voyais UFC vet, au départ, je comprenais pas. Et c'est que quand je l'ai vu physiquement, je me suis dit, mais non, ça peut pas être lui. Ouais, Et bon, en tout cas, et bah d'ailleurs, tiens, ce Brésilien, il a affronté un certain Johnny Walker, un certain Kleber Silva. Enfin, c'est quand même un gars qui a affronté des beaux blazes à l'UFC. Enfin, il n'avait pas affronté Johnny Walker à l'UFC, il l'avait affronté au Dana White Contender Series. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est bien pour Omar Sy parce que là, il vient de battre un mec qui était à l'UFC, qui avait perdu c'est contre ça. Yon Chuté là-bas, qui avait perdu contre Gokhan Saki, etc. Mais il a montré en le soumettant au premier round qu'il avait le niveau quoi, C'est ça. de l'UFC parce que il a pas sourcillé quoi. Là, Oumar Sy clairement il se positionne comme le meilleur 93 kilos. À un moment donné, je parlais de Montignac, Montagnac, Jorik Montagnac. Montagnac, ouais, Jorik, qui était aussi un des 93 à suivre. Mais clairement, j'ai l'impression quand je vois Oumar Sy me semble quand même beaucoup plus complet. C'est le seul mec à moins de 93 et c'est rare d'aller voir des mecs à moins de 93 lutter, soumettre et savoir boxer. Bah Et là, il a un ratio incroyable, hein. C'est presque quasiment que des finishes. Et justement, son seul combat en fait, qui était à la décision, c'était à Arès. Mais sinon, tous les autres combats, c'était des finishes, que ce soit dans le premier round ou par soumission ou TKO. Donc là, en ça fait fait, vraiment c'est incroyable, là. ouais, il a fait deux décisions. Il en avait fait une aussi au KSW 72 Ok. face à un Polonais. Mais effectivement, c'est 3 KO, 3 soumissions, 2 décisions. C'est quand même 3 victoires au KSW. C'est une big league. Il a combattu au RS, il a gagné contre Paulin. Mais c'était quand même un combat qui était, pour moi, où il était favori. Donc c'est logique qu'il se soit imposé. Mais là, clairement, il monte les étapes à chaque combat. Et il nous montre qu'il est complet. Moi, c'est ce que j'aime chez lui. Il est complet, il refuse aucune dimension, il parle pas beaucoup, il travaille, il fait le taf. Bon, bah voilà, hein, franchement. Ouais, et d'ailleurs, sur l'interview d'après-combat, il dit qu'en gros, qu'il n'est pas. Enfin, je vais pas déformer. En gros, il disait il veut rester, il peut rester au KSW, mais voilà, il va falloir qu'ils allongent niveau argent. Donc, en gros, il a pas l'air d'être pressant, en tout cas,
pour aller parce que je pense qu'il pourrait très bien attendre hein, et tenter l'UFC Paris avec son équipe de management. Mais Ouais, donc à l'interview, il le dit clairement que si l'UFC, le KSW peuvent allonger, peuvent augmenter ses primes de combat, il sera pas contre en tout cas pour y rester. ok. Donc voilà. Pour l'actualité du MMA Non, français, c'est tout non, Mika? autre actualité, et on va vous mettre le morceau de vidéo à la fin de la Ah oui, vidéo. excuse-moi, ouais. On a fait les Non, tirages au j'allais le mettre, ouais, j'allais le mettre. ou au début, peu Ouais. importe. Bon, enfin, ou là, la suite, peu importe. Sachez que j'ai fait sur demande de Stéphane Hatch parce que on sait que sinon il aurait fait un tirage au sort pour faciliter son équipe. Donc du coup, j'ai fait le tirage au sort pour les équipes de la Supreme League. Je rappelle, la Supreme League, c'est un concept qui permet de faire opposer toutes les équipes françaises et même internationales cette année, puisqu'on a une équipe belge, dans le domaine du MMA pour voir quelle est l'équipe la plus, je dirais, dans le milieu amateur, la plus performante. Et donc, du coup, on a procédé au tirage au sort ce week-end et on va vous mettre la vidéo dans l'émission. Et c'est quand les premiers combats? Le prochain combat, donc là, c'est les quarts de finale, c'est au mois de mai. Ok. Ça marche, ça marche. Et donc, on peut passer à la suite, Mika. L'UFC 286, Ouais. qui avait Leon Edwards et Ousmane Kamaru en main event. On revient un petit peu sur la main carte. Moi, j'ai regardé que la main carte. Ouais, moi, je vais juste faire un petit, si ça te dérange pas, je fais 2 combats que Bien j'attendais sûr. particulièrement et pour lesquels j'ai été déçu. C'est le combat de Jai Herbert. C'est un Anglais qui était au Cage Warrior, très solide, qui va affronter Ludovic Clay. On l'avait vu et il m'avait grave surpris ce gars-là. Il avait combattu, il m'avait vraiment. C'est un mec de l'octogone, un ancien de l'octogone. Et en fait, quand il avait combattu la dernière fois à l'UFC, il m'avait traumatisé par son aisance, sa capacité technique, son coup d'œil, etc., etc. Je crois que c'était face à Jones Mason. Et pour le coup, là, j'ai été quand même vachement déçu de ce combat. Voilà, c'était juste pas un coup de gueule, mais j'ai trouvé que c'était un combat décevant au final, Ça s'est fini en en décision majoritaire. Il y a deux personnes qui ont match mis nul. gagnant. Ouais, il y a deux personnes qui ont mis match nul et un troisième, je sais plus c'est qui l'a mis vainqueur, mais du coup, majorité à la décision. Enfin, un draw à la décision Ok. majoritaire. Et le deuxième combat dont Et tu le voulais parler? deuxième combat, bah, pareil, qui me surprendra toujours ce combattant-là parce que tellement il est fort, c'est Marwan Amirkhani. Je crois que c'est fini pour lui, hein. Prodige du sol, finlandais, tout le monde connaît son aisance. Quand il arrive à l'UFC, franchement, tout le monde pensait que ça allait être un futur crack. Mais force est de constater que c'est pas un travailleur. Bon, franchement, je pense que c'est ça hein, qui l'a tué. C'est qu'il est arrivé là-bas, il n'a pas voulu travailler. Et en fait, c'est trop de désillusions sur chaque combat. Et là, il s'est carrément fait soumettre dans son propre domaine face à un mec. C'était même pas un striker, Jacques Shore. Bon, un gros lutteur, mais c'était quand même pas un striker. Il avait un super bon sol aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment le domaine de prédilection de Marwan Amirkhani. Et bon, après, le mec, il est solide en face, hein, 17-1. Mais décevant de la part d'Amirkhani à chaque fois de le voir arriver avec si peu de conditions physiques et de se faire prendre dans son propre domaine. Donc, je pense que ça signe la fin pour lui, en tout cas à l'UFC. Et le gars là dont je vous parle, le Jacques Shore, c'est le gars qui était pareil au Cage Warrior, qui avait eu la ceinture à l'époque. Combattant à suivre, hein. Pour l'instant, c'est presque imperfect à l'UFC. 7 combats, 6 victoires, une défaite. Au Cage Warrior, c'était 9-0. Très, très, très gros sol. Très grosse lutte, physique particulier mais très solide. Et c'est l'un des seuls mecs, pour la petite histoire, qui avait réussi à soumettre Common Day. Pour ceux qui connaissent Common, tout le monde sait que c'est une galère à soumettre ou à finir, et c'est l'un des seuls qui l'avait fini à l'époque. Donc voilà. Bon, Ok, combattant à Mika. suivre. C'est Ouais, les deux. C'était dans les en prélim. prélims. Et c'est les combats, entre guillemets, qui m'ont un peu marqué. Ok, Mika. Et juste après, pour le premier combat de la main card, on avait Mario Vittori face à Roman Dolidze. Ouais. Roman Dolidze, comme hier je te le disais, à l'époque j'avais été tourné à la hâte, il était venu en fait, il était avec Daniel Warin et un autre combattant, Sergei Spivak qui est aussi à l'UFC, il avait traumatisé tout le monde, je te jure, c'était la première fois que je voyais un mec en sparring d'MMA tirer la garde et directement aller chercher
aller chercher les clés de talon et tout. Donc très très fort au sol, il avait participé plusieurs fois au tri à la DCC et tout. Et même à l'UFC, on l'a vu pas mal soumettre, hein. Et parfois, Ouais, ouais. après, hier tu le comparais un petit peu à Paul Gregg, et ce que je disais, c'est que la différence avec Paul Gregg, c'est que, et Roman Dolidze, c'est qu'il accepte de boxer. Dolidze, il est solide, il a pas peur d'avancer, de prendre les coups, comparé à Paul Gregg qui va directement chercher à tirer la garde une fois que ça va être un petit peu compliqué. Donc moi personnellement, le combat contre Vettori, je vois Roman Dolidze gagner, hein. Déjà le premier round, c'est lui qui engage, Bon, c'est lui en qui tout touche, cas, et il met plusieurs fois en ouais, danger. le 30-27, il est incompréhensible. Ouais, Incompréhensible. Mais bon, moi, j'arrive pas à comprendre comment à l'UFC on peut faire des scorings comme ça. c'est ça. Après, il Il faut y a- savoir aussi que l'arbitrage, c'est propre à chacun, hein. Je sais plus Ouais, avec. mais bon. Non, mais on avait reçu. C'est qui qu'on avait reçu encore, Mika? Je sais plus, il y avait eu, comment ça s'appelle? On avait eu J'ai oublié ce. Logipora et Bora. on Je sais. avait eu Triso aussi. Mais Pas. ce que je veux dire, c'est qu'il y a propre à chacun, mais ça répond quand même à des critères. Bien sûr. Normalement, il y a au moins un round sur les trois qui met tout le monde d'accord où Dolidze gagne. Il y a même pas, franchement, il n'y a pas de discussion. Après, je m'en fous. C'est comme, tu vois, quand tu reviens la semaine dernière sur le combat Carlos Takam contre Tony Yoka. Moi, je suis pas un spécialiste de boxe anglaise, mais quand même, j'ai regardé le combat. Il n'y a pas de décision partagée. Tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me retourner le combat dans tous les sens que tu veux, tu peux me raconter, mais vraiment ce que tu veux. Yoka perd minimum sur le combat. 6 rounds 7, net, précis, clair. Il y a même pas de discussion possible. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de discussion possible. Donc après, bon, je comprends jamais vraiment ce qui se passe, mais Mais en tout cas, pour revenir, vu qu'on a notre Français Nassourdine Limavov dans cette catégorie-là, je vois que le top 10, il commence à vraiment. En fait, il y a beaucoup de nouvelles têtes, des gens qui sont pas, voilà, qui sont pas, on va dire, peu connus du grand public, mais je trouve que ça commence à se compliquer, hein, notamment avec Roman Dolidze, avec Dricus du Plessis. Là, on voit vraiment la nouvelle génération qui commence à émerger là dans le top 10. Et même physiquement, hein, je te jure que ils sont assez physiques. Et quand on sait qu'un mec comme la Sourdine, il dépasse pas les 90 kilos hors combat, je me dis peut-être qu'il va falloir songer à changer de catégorie à un moment donné. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Si tu, genre, je si tu visualises, on va dire, ces c'est prochains vrai. combats face à ces Non, gens-là. en fait, ce qui est dans cette catégorie de 84, c'est toujours pareil. Tu as, je crois, celui qui a le plus petit physique et qui arrive à performer, c'est Whittaker. Je pense que Whittaker, c'est peut-être Il celui est qui a le grand quand même, plus. Whittaker, hein. Ouais, mais quand tu sais, moi, je me souviens de Whittaker à Bercy face à Vettori. Il semblait quand même beaucoup plus petit que Vettori, hein. Ah ouais, je me rappelle Pourtant, pas. il l'a corrigé, hein. Ça, c'est pas lié au fait. On sait très bien que c'est pas le physique ne fait pas tout. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand tu vois, bon bah là, le champion Pereira, pardon, excusez-moi. Vettori, Costa, Duplessis, Strickland, Brunson, Dolidze, tout ça, tu te dis ouais, les mecs ils sont costauds quand même. Tu vois, c'est vrai que tu vois Nassour, il n'a pas le physique euh, qui va avec. Mais par contre, Nassour, il a le style qui va avec son physique. C'est aussi ça la réalité, c'est que eux, ils ont des styles où ils sont beaucoup moins mobiles, ils n'ont pas une boxe très fluide, etc., etc. Tu vois, donc je pense que le physique, il va aussi avec ses aptitudes. Et maintenant, là, il faut savoir, à quel moment ça devient trop difficile quand on a un physique trop en dessous, tu vois. Est-ce que parce qu'ils sont volumineux, ils ont autant de force que lui et tout? Je peux pas te dire. Je pense qu'il n'y a que lui qui sait y répondre. Mais c'est vrai que quand je vois les physiques à 84 kilos, je me dis c'est monstrueux. Bah Et, et, oui, ce- parce et que celui qui me fait dire ça le plus, parce que je le trouve sincèrement pas spectaculaire, mais force est de constater qu'il performe, c'est Duplessis. ouais, Duplessis, quand tu le vois combattre, franchement, tu te dis, attends, tu as du mal à comprendre comment il gagne, tu as du mal à comprendre ce qui se passe autour de lui. Mais le gars, il est quand même top 6. Le gars, il a essuyé Darren Till. Le gars, là, récemment, il a essuyé Derek Brunson. Brunson. Et sa manière de combattre, elle est pas ouf, tu vois. Il a du mal à donner des coups. Mais à mon avis, il a un physique de ouf. À mon avis, il est épuisant, tu vois, dans sa manière de combattre, etc. Il est épuisant. Et là, quand je regardais le combat de Vettori face à Dolidze.
Adolidze, c'était quand même pas ouf techniquement. En pied-point, c'était loin d'être ouf. Mais voilà, il s'envoyait des coups quand même qui étaient assez forts. Il y avait C'est des gros ça. crosses, il y avait des frappes. Ils ont même pas essayé de se lutter, hein, quasiment. Ils Non, il sont, n'y a eu aucune tentative, ouais, justement, des deux côtés. ils se sont refusés à ça. Et c'est vrai que tu te demandes à quel moment, à un moment donné, le physique ne prime pas sur la technique. Tu vois, parce que je pense que ça use d'avoir un adversaire trop lourd, trop solide. Ça use et on a pu le voir aussi Nassour face par exemple à Strickland, même si on sait, faut quand même le rappeler, que c'était à moins de 93 et pas moins de 84. C'est ça. Juste après, on avait un combat féminin, Mika. T'as quelque chose à dire là-dessus? Jennifer Maya contre Non, Casey O'Neill. non, pas grand-chose. Après, j'ai regardé particulièrement parce que je me disais peut-être, je crois que c'était la catégorie la même que. Non, c'était une Ok, catégorie au-dessus, je crois en je vais plus. regarder ça. Non, je crois que c'était l'autre combat, c'était Joanne Wood contre Luana Carolina, la KTA Manon. Je crois que la Maya, elle combattait dans une KT au-dessus. Ok, ok. Et juste après, on avait Gunnar Nelson contre Brian Barberena. Gunnar Nelson qui s'impose sur un Juji dans le premier round. Là où j'ai pas compris, c'est qu'en plus, on a regardé le combat ensemble et je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que Gunnar Nelson, il est au-dessus en demi-garde. Mais tu sais, il n'y a pas un gros contrôle. En gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Brian, il avait les hanches assez libres pour chercher à se relever ou autre. Et pendant peut-être au moins 1 minute, voire 2 minutes, il n'y a pas de grosse frappe significative, il n'y a pas de mise en danger de la part de Gunnar Nelson. Et bah, t'as Brian qui reste en dessous et qui cherche à taper, à mettre des coudes. Et après, bah, finalement, il lui passe la montée. De la montée, il prend le Juji. C'était une masterclass, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a eu un petit peu de passivité en fait de la part de son adversaire avant de se prendre le Juji, tu vois. Donc Ouais, voilà. il y a eu effectivement, je pense que il a accepté. Il a accepté, il s'est résigné à accepter. Après, c'était un short notice. Il était content d'être là. Maintenant, Gunnar Nelson, je pense qu'il a, on se rend pas forcément compte, mais je pense il pressionne de ouf quand il est au sol. Je pense Bah, qu'il a des sûrement, placements d'une précision, c'est chirurgical quand même. Parce que placer un juji, tu sais, tu ne vois presque plus en MMA le juji. c'est Surtout vrai que c'est rare, hein. au premier round, attends, c'est hyper rare. Au premier round, tu sais, peut-être au troisième round, quand tout le monde est fatigué, etc. Bon, tu commences à tenter des choses, l'autre, il est fatigué, il fait une erreur d'inattention. Mais là, on est quand même au premier round du combat. Et quand tu regardes bien son jugé, en plus, il le fait juste après avoir mis un coup de coude. Franchement, c'est quand même bien amené de la part de Gunnar Nelson, mais effectivement, il y a une erreur de la place de Brian Barberena. Ouais. C'est ça, Mais Mika. attention à Gunnar Nelson, hein, quand même, parce que pour être honnête, je le vois pas être comme enfin, je le vois pas comme un futur prétendant au titre parce que je pense qu'il a des trop grosses lacunes et en lutte et debout. Mais par contre, il a un sol qui peut vraiment casser les couilles à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, méfiance à ce gars-là et à voir pour la suite. C'est ça, Mika. Et juste après, on avait le banger entre Justin Gaethje et Rafael Fiziev. Justin Gaethje qui gagne à la décision. Que dire de ce combat? J'ai apprécié le troisième round de Gaethje. Là, il y a eu de l'intelligence de sa part. Là, il y a eu une gestion de distance. Mais sinon, avant ça, ce que je ne comprenais pas, c'était. Bah, en fait, il a fait du Gaethje sur les 2 premiers rounds. Ça a passé, ça a touché. Mais on a vu qu'une fois qu'il s'est posé, qu'il a commencé à écouter son coin, à utiliser ses jabs et à garder le combat à distance, bah Fiziev, il était un petit peu perdu. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de game plan des deux côtés au début. Tu vois? Je sais pas, je trouve que Gage, justement, il a jamais été réellement en danger. Il s'est toujours. Au départ, c'est surtout que Fiziev était ultra dangereux quand même avec ses jambes. Il avait trouvé sa distance de jambes, etc. Mm. Et je pense que Gage, il avait toujours cette volonté de pas trop rentrer à la guerre. Bon, il avait toujours ce calf kick là qui est monstrueux, qui fait mal. Ouais. Mais Gage, on l'a senti quand même beaucoup plus en prudence que d'habitude et faire peut-être le strict minimum pour s'imposer sans prendre trop de risques. Par contre, C'est à la fin du deuxième round où je vois qu'il y a une voilà, sorte de baisse de régime de son côté, j'ai l'impression. Et je m'étais même dit qu'il y avait peut-être moyen que Fiziev il accélère à un moment donné dans le troisième round et qu'il le finisse. En fait, non, pas du tout.
Et en fait, quand je te dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de game plan, c'était que en fait, je voyais pas trop Fiziev chercher à casser la distance parce qu'on voyait qu'il lui mettait peut-être une tête de plus, Gaethje, et tu vois, il y avait que des crochets larges des deux côtés. Et une fois qu'il a commencé à boxer en linéaire, Gaethje, bah ça passait bien, tu vois. Et en plus, je crois que c'était toi qui disais qu'il devrait utiliser sa lutte plus souvent. Ça, c'est vrai, ouais. Et Ça, je tu vois, comprends. Ouais. une fois qu'il le fait dans le troisième round, peut-être pour marquer un point, bah on voit que ça passe, tu vois. Ça, c'est clair. Donc, Je suis assez d'accord avec toi. Je comprends jamais Gage. C'est un gars qui a une lutte, bah, tout le monde le sait, c'est incroyable. Il a une lutte de dingue. Et il mm, l'utilise jamais. Tu comprends pas, il n'utilise pas sa lutte. Va c'est savoir ça. pourquoi. En fait, là, ce qui est dommage pour Fidel, c'est que bah il était sur un run. Et c'était un peu c'était pas qu'un peu, c'était voilà, vraiment le nouveau lightweight de la nouvelle génération et tout. Et là, le fait de se faire stopper par Gaethje, alors que Gaethje il est plus à son prime, bah tu sais, ça remet un petit peu en doute ses performances pour savoir s'il sera capable d'aller chercher la ceinture, parce qu'on entend souvent lui, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, hein. À un moment donné, il parle de Khabib, dit que Khabib il a un style de merde, que c'est des lutteurs, et pareil pour Islam. Donc voilà, là il se fait stopper par Gaethje. Donc forcément, il va falloir refaire ses preuves pour être un nouveau prétendant au titre. Mika, le main event qu'on attendait. Tu m'entends ou L- pas? Ouais, ouais, je t'entends. Je te dis, c'est là qu'on voit que Khabib, c'était quand même un tueur à gages parce que la manière dont il s'était débarrassé de Gage, c'était incroyable. Ouais, Ça veut dire, en pied-point, il n'a même pas sourcillé. Et là, tu vois, Fiziev, qui est un fin technicien en pied-point, il s'est fait remplir sur des jabs et des uppercuts. Et force est de constater que pour gagner en MMA à un certain niveau, il faut être pluridisciplinaire. Ça n'existe pas d'être un génie dans une dimension. À un moment donné, tu te casses les dents si tu n'es pas pluridisciplinaire. Parce que même un mec comme Gage, qui n'est pas censé être l'homme de la situation face à Fiziev en pied-point, bah, c'est Gage qui a gagné. Et ça, c'est une logique en MMA, c'est clair. Si vous ramenez pas, si vous inquiétez pas votre adversaire dans une deuxième dimension, et ben à un moment donné, vous buterez. Ça, c'est vraiment la leçon que j'en retire de ce combat-là. effectivement. On passe au main event. Ouais, bah, main event, incroyable. Ah, j'ai été un petit peu déçu, moi, du combat Du, en global. On du peut côté relever spectacle, du ouais, du côté côté spectacle, ouais, spectacle. du côté show et tout. J'avais plus d'attentes, notamment du côté D'ailleurs, d'Ousmane. tu sais qu'ils ont même pas pris une performance, hein. Ouais, Ni ça l'un, m'étonne pas. Je jure, ça ouais, m'étonne pas. mais du côté tactique de comment dirais-je, de la De part de Léon Edwards, Ouais. on a été obligé d'applaudir à trois mains. Non, bien sûr. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est Franchement, incroyable. Dans le premier, deuxième, troisième round. Après, moi, j'avais plus des attentes en fait du côté d'Ousmane. Parce que, bah ok, il ouais, y a quelques mois, il se prend un KO. Donc là, je pense que le KO, en fait, il a changé à tout jamais. Maintenant, où est-ce que j'étais confiant? Même si on n'a pas fait de préview, en fait, ce que moi, je m'étais dit avant le combat, la manière dont il parlait du KO, la manière dont il avait du recul, tu sais, lorsqu'il en parle, tu sais, il en parle sans pression, hein, il dit qu'il s'est réveillé 20 minutes après, qu'il était dans l'ambulance, que c'est qu'à ce moment-là en fait qu'il était réellement conscient qu'il avait retrouvé ses esprits. Et tu sais, c'est rare de voir un combattant parler d'un chaos qui s'est pris, tu vois. Et en fait, la manière dont il en a parlé, très peut-être que c'était une stratégie ou peut-être on va dire une forme pour se mettre, voilà, pour comment dire, pour bref. En tout cas, voilà. Donc quand j'ai vu ça, je me suis, dit, il a pris du recul, il a pris de la maturité, il est passé au-dessus. Donc forcément, ça va pas le lanter, tu vois. Et en fait, non, parce que dans sa manière de boxer j'ai cru. Bon, je me souviens de très peu de frappes significatives. À un moment donné, il met un bon jab et un bon timing. Là, il touche bien. Mais sinon, à chaque fois qu'il essayait de frapper, Mika, je trouve que c'était. Tu sais, il y avait une appréhension de sa part. Il y avait vraiment une appréhension de sa part, notamment dans sa manière de lutter, hein. Le seul takedown que j'ai apprécié, c'est la single leg qu'il va chercher. À ouais, un oui, il moment fait. donné, même là, lorsqu'il va chercher contre la cage, tu vois qu'il n'y a pas de réelle conviction en fait d'emmener au sol. J'ai l'impression que c'est juste pour marquer les points, parce que peut-être il se dit, ok, c'est un petit peu serré debout, donc je vais chercher à aller contrôler contre la cage. Je sais pas, bon, déjà j'ai jamais été un grand fan de sa lutte, parce que c'est pas quelqu'un qui va lutter comme on dit en chain wrestling, tu vois, qui va enchaîner sur des transitions et tout. C'est vraiment lui du C'est cash pas, control. c'est pas Covington, quoi.
Tu vois, c'est du crush control, il descend en dessous de la ceinture, il remonte en body lock, il reste un petit peu là, il essaie de gratter une position, mettre des petites frappes. Et là, bah après, je vais te laisser parler de la performance d'Edwards, Zamika. Bah, moi, là où je suis. En fait, je trouve que Edwards, bien évidemment, Ousmane, il a peut-être pas fait le nécessaire pour revenir. Il a peut-être été hanté par le chaos, sa boxe, etc. Il n'y a pas de souci. Mais je pense surtout que Edwards, il a compris un truc, c'est que son niveau au sol lui permettait de ne pas craindre la lutte de Ousmane. Je pense que c'est avec ce plein de confiance qui fait qu'il a gagné ce combat. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en battait les couilles de se faire amener au sol. Il défendait, évidemment, il défendait toutes les amenées au sol de Ousmane. Il les a quasiment défendus. Mais en fait, je pense qu'il a eu. Là, on a vu une progression de ouf dans la manière, dans le spirit fighting de Edwards. C'est qu'il a quand même mis par moment la marche avant, même s'il était quand même parfois sur le reculoir. Et surtout, il n'avait pas peur de mettre des coups, des middle, des low kicks, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'il a compris, et c'est ce que je disais sur le premier fight, la vraie leçon que je retire de ce premier fight, c'est surtout le premier round, moi. C'est quand j'ai vu Ousmane sur le dos, je me suis dit que la clé pour les combattants, c'était quand même de mettre Ousmane sur le dos. Parce qu'on a vu que Ousmane sur le dos, au niveau du sol, c'était pas ouf. Et là, je pense que Edwards, en fait, il a compris que même si Ousmane amenait Edwards au sol, Edwards avait un tel niveau au sol qu'il pourrait se relever. Et c'est ce qui s'est passé une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, on s'est aperçu très vite dans le combat que même si Ousmane allait coller son adversaire et l'amener au sol, il ne se passait rien. Et avec les nouveaux critères de notation, mais ça score plus de ouf. Et Ousmane, il n'a jamais réussi réellement à créer du dommage chez Edwards. La seule, à un moment dans le combat, il est bien revenu, c'est au troisième round, parce qu'il utilise bien son jab, il explose bien en ligne, il vient lutter comme il faut pour l'épuiser. Et en plus, il y a ce point de pénalité qui remet les compteurs à zéro. Mais derrière, au quatrième, cinquième, force est de constater que non, il repart dans ses travers et il subit le combat. Donc, moi, j'ai trouvé que d'un point de vue tactique, etc., et surtout dans la manière d'aborder le combat, je trouve que le fait de ne pas respecter la lutte de Ousmane était une très bonne stratégie de la part de Edwards. Et franchement, j'ai trouvé ça grandiose. Bah regarde, je vais le comparer, on va dire, à l'un des plus grands lutteurs de l'UFC, un Khabib. Est-ce que tu imagines, par exemple, Khabib en combat? Son adversaire, il tente d'aller lui chercher la jambe, Khabib, il sprawl. Forcément, quand tu sprawls et que t'es lutteur, ça va être quoi? La première chose à faire, ça va être de passer dans le dos, garder la position. Oui. Ben, à un moment donné, on est dans cette situation-là où tu as Leon Edwards qui tente d'aller chercher la jambe, Ousmane il sprawl. Et je me suis dit, ok, là, il a fait une erreur, Leon Edwards, il va capitaliser là-dessus. Et Ousmane, en fait, non, même pas, il essaye à peine d'aller prendre le dos, il se relève et ça repart debout. Et même à un moment donné, quand c'est lui qui emmène au sol, il est en demi-garde. Et bah, il se relève sans réel problème, en fait, Leon Edwards. Donc, ok, il a un bon sol, Leon Edwards. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est que c'est Ousmane aussi qui cherche pas en fait à avoir des positions fortes. Parce que même avec Masvidal, hein, à l'époque où il s'était affronté, il a jamais réussi à le garder vraiment au sol, tu vois. Hein, mais moi, Donc, je pense que justement, c'est que le niveau de sol de Ousmane ne lui permet pas d'aller combattre des adversaires solides bah, au sol. ouais, c'est ok, c'est ça, ouais, je te rejoins complètement Moi là-dessus. et Edwards, pour ceux qui veulent, qui pensent que voilà son niveau au sol, etc., je vous invite à regarder son combat contre Gunnar Nelson. C'est là que tu vois qu'Edwards, il a un gros sol. Et quand même physiquement, j'ai trouvé que Edwards, là, il était impressionnant physiquement. C'est vrai qu'il avait. Là, c'est un bon gros 77 kilos. Hein. Après, où je suis pas trop satisfait que ce soit Edward là sur le trône, c'est que Ousmane, lorsqu'il était là, t'as vu cette aura d'invincibilité, même au niveau du talk qu'il a pas dans sa poche, il n'hésitait pas à provoquer, à répondre. Et alors que du côté de Leon Edwards, je crois que son seul trash talk, c'est hit de Deadshot là, tu vois, avec ce qu'il disait lors des conférences. Et je vois que par exemple, apparemment, c'est comme Colby là, son prochain adversaire. D'ailleurs, lui, il est pas d'accord. Tu vois, là, je trouve que ça va être une autre. Ça va pas être facile parce que Colby, bah, c'est un rouleau compresseur et quand Colby t'emmène au sol, c'est pas Ousmane. Tu sais, il arrive à te garder, il arrive à finir, à créer du dommage. Donc, un petit peu Ouais. déçu pour Ousmane et forcé de constater qu'il n'y a plus aucun champion africain, malheureusement. Ouais, après, sur le fait qu'il fasse un bon ou un mauvais champion,
Déjà, je trouve que, en fait, c'est comme si sa première victoire, elle n'était pas légitime, alors qu'elle était archi légitime. Même si il a gagné au 5e round après s'être fait dominer, il n'a pas volé son coup de pied quand même. Non, il l'a pas volé, mais Mika, Voilà. en fait, c'est sa manière de communiquer, tu vois. Oui, mais là, clairement, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas réussi à prendre cette aura de champion. Là, il vient de rebattre une deuxième fois consécutive le champion incontesté. C'est celui qui a été considéré comme le plus grand derrière GSP à 77. C'est quand même Ousmane. Si on doit citer deux champions à 77 aujourd'hui, on cite GSP en 1 et Ousmane en 2. Et là, Edward, il vient de battre 2 fois Ousmane quand même. Donc, je pense que petit à petit, il va prendre son rôle de champion. En plus, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, il est dans les histoires, que ce soit avec Masvidal, maintenant, ça va être Covington, il y a eu Shimaev, etc. Je pense que ça laisse présager une belle suite, en tout cas pour la carrière. Et par contre, je m'inquiète beaucoup sur le niveau de Ousmane à venir. Je n'ai pas senti Ousmane à la hauteur de l'événement là. Donc, Ouais, non, je suis d'accord avec toi, hein. Et carrément, bah, comme je disais tout à l'heure, là, je pense que le KO, il l'a changé à tout jamais, parce que sa manière de combattre, hier, elle m'a un petit peu inquiété, que ce soit sur les phases de lutte ou sur les phases de boxe. Donc, à voir hein, ses prochaines performances contre qui. Et il va falloir, je pense qu'il prenne son temps, surtout là pour revenir. je pense. Et même, tu sais, euh, à un moment donné, 2 fois, il a fait l'ascenseur, hein, presque. Tu sais, on le sentait Sur un fébrile genou en sur ses sortie de appuis. clinch. Ouais, il a été fébrile sur ses appuis. Le travail aussi de sap qu'a fait Edward sur le genou, il était bien fait. Tu sais, quand tu regardes le combat, quand même si effectivement, du point de vue chaud, c'était pas ouf, mais du point de vue tactique, franchement, j'ai trouvé ça monstrueux. Bon, en fait, tu sais, là où j'ai senti Ousmane fébrile, c'était quand il avait affronté Gilbert Burns. Il se prend un knockout hein, en début de round, tu vois. Mais bon, après, il a pas su, on va dire, capitaliser là-dessus. Et là, j'ai l'impression qu'il a vraiment, en fait, capitalisé là-dessus et exploité ça, Edward, que ce soit au premier ou au deuxième combat. En gros, il a montré que voilà, il y avait moyen, en fait, bah, de le mettre KO. Il y avait, même en boxe, qu'il y avait pas mal d'ouverture aussi, au niveau de la boxe. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, notamment de l'UFC London en général. Hein. Mettez en commentaire vos Mais performances préférées de la soirée. exactement, n'hésitez pas, dites-nous. D'ailleurs, c'est quoi le prochain UFC là? Je vais te Parce que dire ça. là, le mois de mars, il a été chargé. D'ailleurs, ouais, j'ai commenté le Cage Warrior et déçu du fait que Morgan Charrière n'ait pas Ouais. combattu. On avait quand même une Française sur la carte, c'était Awasso, bon, qui s'est inclinée. Ça a été compliqué pour elle, hein. Grosse, grosse, grosse lacune au sol, malheureusement. Elle s'est fait soumettre assez C'est la deuxième facilement. fois là. C'est la deuxième fois qu'elle perd là. Ouais, elle, malheureusement, je crois même qu'elle est sur 3 défaites consécutives. Ouais. Et à chaque fois, en fait, c'est la même chose. C'est le sol. Elle a plutôt un bon pied-point, mais au niveau du sol, c'est très, très compliqué pour elle. Il va vraiment falloir qu'elle retravaille un peu son. Tu sais, elle se fait soumettre à chaque fois. Voilà, c'est ce que je regarde. 3 fois de suite au premier round, soumission. Elle a pris armbar, americana et étranglement arrière. Tu vois, c'est des soumissions qui sont classiques, en fait, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a un vrai gros axe de travail. Il faut vraiment repartir à travailler son sol et revenir là dans quelques temps dans la cage parce que là, clairement, ça commence à se Ouais. compliquer pour elle, Après, la pauvre. elle a été trop tôt dans le grand bain, hein, parce que deuxième combat pro, je crois directement OK Warriors, sachant qu'elle a bah, aucune expérience en amateur. Ouais, mais là, tu vois, l'adversaire qu'ils lui ont proposé, elle avait 0-1. Bon, après, c'est une adversaire solide, mais c'était Ouais. pas non plus. Tu vois, il y a pas, c'était pas quelque chose de Hmm. disproportionné. Je pense que elle aurait pu, surtout qu'en pied-point, on sentait qu'elle pouvait peut-être faire quelque chose. Mais non, non, le problème, c'est que dès que ça va au sol, elle est noyée, la pauvre. Ouais. Ok, ok. Et bah, le prochain UFC, c'est Marlon Vera, Cory Sandhagen. Et attends, je reviens en fait sur ce que tu as dit. Parce que sur Twitter, il y a des débats. Hein, tu connais, ça s'arrête jamais Ouais. concernant le sol par rapport à Cyril Gann, par rapport à John Jones. Et en fait, moi, j'ai mis un tweet et je disais qu'en gros, c'est un problème global chez les Français. Je te jure qu'à un moment donné, quasiment toutes les défaites des Français à l'international, c'était sur le sol, ou sur la lutte. Ouais, sur la lutte, je pense plutôt, moi. Bah après, je pense que ça va. Ouais, bah de toute manière, ça va. Ça se suit. Et attends, j'ai perdu le fil conducteur. Donc voilà, en gros, je voulais voilà, faire comprendre aux gens que c'était pas
que dans un seul gym. Ce problème-là, c'est vraiment, moi, je pense, un problème global chez les Français. Surtout qu'à un moment donné, quand c'était les lutteurs qui dominaient, en fait, qui dominaient le MMA. Bon, après, là, ça change un petit peu. On l'a bien vu avec Leon Edwards, hein, quand il y a un bon game plan, quand il y a une belle gestion de distance, ouais, ça annule directement les attaques des lutteurs. Je te dis, même Amosov, hein, j'en reviens à Ouais. lui parce que c'est quand même celui qui m'a le plus traumatisé ces derniers temps sur cette gestion de distance. Parce que Edwards, autant il défend bien la lutte, mais il est quand même, il laisse son adversaire le coller. Si vous voulez regarder le combat parfait sur l'annihilation de la lutte, c'est Amosov. Hein. Vous regardez le champion actuel des moins de 77 kilos, son dernier combat contre Starley, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Je vous dis, vous regardez le combat, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, ok, Mais je te on est jure que, mais on est dans un autre level. là, t'as l'impression que ça recommence un petit peu à dominer l'ère des strikers. Tu sais, à un moment donné, c'était avec l'époque Connor, t'avais les strikers qui dominaient. Après, t'as eu l'effet Khabib, c'était les lutteurs. Et là, ça revient encore un petit peu l'effet des strikers là. Ouais, bah, je sais pas, ça dépend des catégories. C'est toujours pareil. À 70 kilos actuellement, tu peux pas dire que c'est les strikers qui dominent, quoi. Bah, regarde quand même la dernière performance contre Islam. C'est qui? C'est Volkanovski, Mika en face. C'est un striker. T'as vu comment Ouais, il a mais mis de la lutte. Même c'est vrai, t'as pas tort, mais c'est Volcano, t'as pas tort, c'est vrai. là, c'est qui? Il reste qui comme lutteur là, si, pour finir là-dessus? En 57 kilos, on a Moreno. C'est pas un lutteur. En 61 kilos, on a Aljamain Sterling. Ouais, on va le mettre dans la catégorie des lutteurs, sport de Ouais, c'est quand même un préhension. lutteur. Quand tu regardes son dernier combat, Sterling, c'est comme ça qu'il a eu. Ouais, c'est vrai qu'il a. En plus, non, Il a... c'est vrai qu'il avait un background en lutte universitaire, black belt de Jiu-Jitsu. Ouais, Après, je crois. en 66 kilos, on a Volkanovski, Ouais. striker. En lightweight, on a Islam, Mhm. lutteur. En Ouais. welterweight, on a Leon Edwards, qui est striker. Ouais, mais attention, hein, Edwards, c'est quand même un gros lutteur en défense. Hein. En C'est un... défense, mais sinon, Ouais. voilà, ses points forts, c'est le pied-point, c'est des gros jambes, des gros middle, déplacement et tout. En 84 kilos, on a Pereira, Pereira, striker pur. striker, Jamal Hill, striker pur. striker pur. Et John en Jones, John Jones, lutteur. lutteur pur. Et tu vois, à l'époque, je te jure qu'ils avaient fait. Il y avait une courbe là, genre un visuel, et genre, il y avait bah, quasiment tous les champions qui étaient lutteurs. Tu vois, Mhm. quasiment tous les champions. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle ère du MMA. Mika, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est bon, c'est carré pour moi. Et toi, tout va bien au niveau préparation, ça s'approche? Ouais, ça s'approche. Hein. Moi, c'est dans pas longtemps. C'est dans 2 semaines et demie, 3 semaines, quoi, gentiment. Il n'y a pas de On est place à faire prêt. gagner là? Pour l'instant, j'ai pas de place. À voir. Dès que si j'en ai, je ferai gagner. Ok, Faut que je demande ça au drôle de dame de l'organisation. ok. Vas-y, mon gars. Je crois que c'est à Attends, toi t'en de... reprends une capture d'écran. Ouais, je regarde, c'est très bien Ouais, là. mais t'inquiète pas, j'en prends plusieurs. On fait une Vas-y. petite tête mignonne. Vas-y, une petite vignette. 3, Vas-y. 2, 1. Eh oui, tu vois, voilà, on est mignon comme ça. Bon, Bah merci écoute, à tous de nous suivre. N'hésitez pas à liker. Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Ensuite, sur nos pages respectives Instagram, vous suivez les toujours en actualités. description, ouais. Et voilà, après, ben non, il n'y a rien d'autre à dire. Hein, c'est tout. On a fait le tour. Petite polémique pour le moment. Pour nous, non, mais il y a eu une grosse polémique. Hein. J'ai regardé une vidéo là de MMA Gila? Pugilat. La vidéo, ils ont cartonné. Hein. Ouais. En termes de vues, Ouais, ils ont c'est Carla Moussou qui s'est fait livré. Qui... Ouais, ouais, j'ai vu la vidéo. Et En tout cas, si on peut avoir un droit de réponse, on accorde. Non, vous voulez un droit de réponse, que ce soit ouais, du côté de Karl, du côté de Lou Bertian, du côté de Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, voilà, il n'y a pas de. On fait en sorte d'être impartial là-dessus. Donc, ceux qui veulent venir parler dans le respect, voilà, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Même ouais, si l'aspect sportif est plus important au-delà de tout. ouais. Bon, vas-y, mon gars. Vas-y, ça marche. Ciao, moi, et bisous. Yes. Ok, Mickaël Lebou, j'ai été choisi par Stéphane Hatch pour faire le tirage au sort parce qu'on sait qu'on n'a aucune confiance en lui, donc il voulait une main neutre, une main juste pour pas qu'on puisse remettre en doute je dirais le tirage au sort. Donc on va faire le tirage au sort du deuxième tour de la Supreme League. C'est un peu les demi-finales. Il n'y a que 6 équipes, on vous explique.
Donc les 6 équipes vont s'affronter, donc on aura 3 oppositions et on viendra repêcher un 4e qui participera aux demi-finales. Voilà, c'est assez simple. Sur les 6 équipes qu'on a, alors je vais les lire avec vous, on a la Team Belgique qui a fait très forte impression face à la FFA, on a le Platinum qui s'était qualifié, la Old School d'Académie qui avait carrément striké la team à Duca, on avait le Chaos Squad qui s'est qualifié, la Snake Team et la Hatch Academy. Donc normalement, j'ai 6 boules à l'intérieur. Les 6 boules sont toutes rouges. De toute manière, on va faire le tirage au sort devant vous. Il n'y a aucune indication sur les boules, donc pas de panique. Première opposition. Attention. La team Belgique. Team Belgique, vous voyez, aucune indication sur la boule. Team Belgique, première opposition. Attention, Hatch qui transpire. Il me dit à l'oreille qu'il veut pas que ce soit la Hatch Academy. Alors, on va voir qui c'est qui va affronter la Team Belgique. Et c'est le Chaos Squad qui affrontera la Team Belgique. Toujours pareil, je vous montre un. Il n'y a aucune indication sur les boules. Deuxième opposition. Il reste 4 boules. Et je ferme les yeux même pour vous montrer qu'il n'y a vraiment aucune indication. Attention, pour la deuxième opposition, on a la Snake Team de Cyril Diabaté. Vous voyez, aucune indication sur la boule, pas de triche. La Snake Team de Cyril Diabaté qui va affronter. Attention. Affronter. Et ben c'est la Hatch Academy de Stéphane. Stéphane qui sourit, il est content. Il est content. Je sais pas comment tu dois le prendre, Cyril, mais j'ai entendu easy quand il a tiré. Non, je reste loin de tout ça, moi. Et pour la troisième, il y a Arnaud. Arnaud, non, ils sont forts. Arnaud, il voit, il est tranquille. Troisième opposition, donc normalement, il va pas y avoir. Voilà, on a la Old School Academy, l'une des favorites avec la Team Belgique. C'est les 2 équipes moi qui m'ont fait forte impression, c'est la Team Belgique et la Old School d'Academy. Et donc la Old School Academy qui, logiquement, va affronter la dernière écurie, le Platinum de Loïc Pora. Voilà, donc je rappelle, on a 3 oppositions pour ces quarts de finale. On n'en a pas 4 parce qu'il y a eu des désistements d'équipes. On a la première opposition, c'est le Chaos Squad contre la Team Belgique. On va avoir un seul qualifié. On a ensuite la Hatch Academy face à la Snake Team, c'est la deuxième opposition. La troisième opposition, c'est la Old School face au Platinum. Et il y aura un repêchage pour les demi-finales parce qu'il nous faudra 4 équipes. Et on viendra repêcher la 4e équipe, la meilleure des 3 équipes qui a perdu. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde et on vous donne rendez-vous pour la prochaine Supreme League.